Voilà, donc pour poursuivre, on vous propose donc à chacun là, de nous faire part de votre expérience en 5 minutes. En 5 minutes, hein, le challenge est sans doute compliqué pour résumer tout ce que vous avez pu mettre en termes donc de partenariat et de pilotage pour mettre en œuvre la réforme d'attribution et plus spécifiquement la cotation de la demande. Alors, comme il faut bien quelqu'un pour démarrer, aussi ça vous convient, je me tourne vers Tonon Agglomération pour nous en dire plus donc sur le pilotage et les partenariats qui ont pu être créés. Oui, alors je vais plus parler spécifiquement de la cotation. Donc il y a un comité de pilotage qui a été mis en place, donc composé de la DDETS, du département, des élus des communes, sachant qu'en fait, on a des référents communaux, pour justement juste l'habitat, hein. Donc avec, la nouvelle, équipe, justement avec, les élections, on avait relancé un petit peu ce dispositif à demander à toutes les communes, de désigner un référent habitat et donc qui était convié justement à ces, COPIL. Il y avait également les bailleurs, l'USH 74, Action Logement, PLS Adil 74, le SIAO, et d'autres partenaires sociaux, par exemple comme, des hébergeurs ou des associations, à destination, de la réinsertion, ou du logement. Juste pour refaire un petit peu, un point d'étape par rapport à la mise en place du système de cotation, il faut savoir que pour Thonon Agglomération, on n'avait pas encore, le PPGD, mais en fait, on avait décidé de mettre en place, le service d'information et d'accueil des demandeurs de logement. Voilà, de le créer ce service, même si le PPGD n'avait pas été encore créé. Donc juste pour vous informer sur le service d'information et d'accueil des demandeurs de logement du territoire, on a un premier niveau qui est l'information des demandeurs qui est assuré par les 25 communes du territoire. Le deuxième niveau qui est l'enregistrement des demandes qui est assuré par les bailleurs, mais également 23 communes du territoire, donc sur 25, donc ce qui est énorme. Et puis le troisième niveau qui est l'information, du demandeur, hein, l'entretien individuel, renforcé pour les demandeurs qui sont déjà enregistrés, donc là qui est assuré par Thonon Agglomération sous forme de permanence, dans les communes. Donc pour, élaborer ce système de cotation, donc nous qui a été, paramétré dans le SNE, depuis, avril 2022, on a travaillé, avec, ce COPIL, mais également avec, des élus volontaires, nos référents habitat, donc sous forme de groupe de travail, voilà, pour, vraiment travailler plus spécifiquement sur cette cotation, et puis, avec des retours en COPIL bien sûr, hein. Donc on est parti de l'état des lieux des demandes et des attributions, pour voir un petit peu effectivement, quels étaient les demandeurs sur le territoire, leurs spécificités et comment on répondait aussi, à cette demande, voilà. Et puis on a effectivement aussi travaillé sur la base de la collatation de PLS, ADIL PLS 74, pour les critères obligatoires parce qu'il faut savoir que sur notre territoire, il y avait déjà une cotation existante, donc pour les réservations sociales, donc que les bailleurs utilisaient. Donc ça nous est paru, important de reprendre aussi, ce système de cotation, en tout cas pour les critères obligatoires. Et puis il faut savoir aussi qu'en parallèle, on était en lien avec, les autres EPCI, du département de la Haute-Savoie. Donc il y a 8 EPCI, hein, dont on a agglomération, qui sont aussi, soumis à cette réforme et donc on a beaucoup échangé, justement sur ce système de cotation et puis de voir aussi si on pouvait en tout cas harmoniser, la pondération pour les critères obligatoires pour avoir quand même une cohérence, sur le territoire. De ne pas se retrouver, je ne sais pas moi, 10 points pour, par exemple, un critère DALO et 1000 points, sur un autre territoire pour le même critère. Donc voilà, on a beaucoup échangé aussi avec les autres EPCI. Et avec, voilà, beaucoup de retours, en copil, des groupes de travail avec les élus, qui ont été beaucoup très mobilisés, sur 2021 avec pratiquement des groupes de travail, 1 à 2 fois par mois. Voilà.
Et puis, donc, ce qui nous a vraiment permis de partir sur ce que voulaient faire ressortir aussi les élus et les partenaires par rapport à nos enjeux du territoire. Voilà, donc notre système de cotation, comme je vous ai dit, il a été présenté aussi en conférence intercommunale des maires à l'ensemble des, voilà, des Ouais. élus communaux. Puis présenté en conférence intercommunale du logement, pour ensuite être validé au conseil communautaire fin 2021. Voilà un petit peu pour la gouvernance. Merci à vous. Je vous propose de voir comment ça s'est passé, cette fois-ci du côté de l'Auvergne avec la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Oui. Alors nous avons plusieurs instances qui ont été mises en place. Donc la CIL qui a été installée en 2017. Il s'agit d'une instance donc plénière qui regroupe tous les acteurs intervenant dans le domaine du logement social, ainsi que les maires des 25 communes de l'agglomération. Après, on a une déclinaison technique de cette CIL qui a été mise en place en 2021 pour suivre les objectifs de la CIA. Et il regroupe les représentants de l'agglomération, des bailleurs sociaux et des réservataires. En parallèle donc, de ces instances, des groupes de travail sont constitués sur des sujets particuliers, comme le logement étudiant et la cotation de la demande. Et donc, il s'agit de travailler de manière opérationnelle sur des thématiques plus particulières dans une recherche d'efficacité. L'enjeu de ces instances est la mise en place d'une véritable partenariat entre les différents acteurs, notamment bailleurs sociaux et réservataires, pour le rééquilibrage du peuplement du parc social et le partage de la même information pour tous. En ce qui concerne le processus d'élaboration du dispositif de cotation de la demande, c'est un sujet qui a été abordé d'abord en comité technique de la CIL en mai 2021, avec une présentation des obligations réglementaires qui avaient été faites par les services de l'État, la DETS-PP. Et ensuite, on a mis en place un groupe de travail qui s'est réuni en suivant, en juin 2021, au cours duquel Laura HLM nous a proposé de travailler sur une grille de cotation à l'échelle régionale et au niveau local avec les 2 bailleurs sociaux présents sur notre territoire. Et au cours de l'année 2022, il y a eu plusieurs réunions de travail sur la proposition de grille faite par Laura HLM et les 2 bailleurs du territoire avec les différents partenaires. Donc, bien sûr, la communauté d'agglomération et l'État, mais également avec les réservataires de logements sociaux qui ont des réservations sur notre territoire, à savoir la ville d'Aurillac et le CCAS et Action Logement. Cette phase a permis de faire évoluer la proposition de grille de Laura HLM pour prendre en compte les remarques de chacun des partenaires concernés. Nous avons tenu également en ce qui concerne l'association des élus à cette démarche. Donc, en parallèle de l'aspect technique, ce projet a été retravaillé avec les élus communautaires les plus concernés par le sujet et notamment la conseillère communautaire qui représente l'agglo dans les CAL, les commissions d'attribution de logement, qui est une représentation assez récente. Qu'auparavant, on n'avait pas d'élus communautaires sur ces CAL. Ensuite, en 2021, donc le projet de grille a été présenté en commission aménagement du territoire. Donc, il s'agit d'une instance de travail interne à l'agglo qui regroupe les élus et des représentants de chaque commune. Et enfin, le projet a été présenté donc, pour information en novembre 2022 à la CIL. La CIL qui est coprésidée donc, par le préfet du Cantal et le président de l'agglomération. Et qui regroupe les partenaires élargis du domaine du logement social et les 25 maires des communes de notre agglomération. Comme il s'agit d'un dispositif totalement nouveau, il semblait indispensable d'avoir une période d'expérimentation. Donc c'est ce qui est prévu pour le premier semestre 2023, afin qu'on puisse avoir un retour d'expérience sur l'utilisation de ce projet de grille et pouvoir éventuellement l'ajuster avant une validation définitive en fin d'année 2023 pour respecter la réglementation. Voilà. Merci à vous. Et on va repartir du côté du bassin du Léman, côté Pays de Gex, pour voir si justement le pilotage et le partenariat s'appuient aussi sur l'ensemble de ces dispositifs.
Oui, merci. J'étais court en présentation. Oui, nous aussi, on est à peu près 100 000 habitants, mais on a dépassé 100 000 habitants, 27 communes. Donc, un peu comme Thonon, on a eu cette démarche depuis 2021. Alors, c'était une démarche volontaire, vous l'avez bien compris. On était en difficulté face à plus de 3000 demandes. On y répondait par 900 attributions annuelles. Pour autant, on construisait 300 logements sociaux par année à peu près, 14 mois d'attente. Bon, mais face à ça, le fonctionnement, le parcours était bloqué. Donc, on s'est mis dans cette démarche. On est 27 communes. 17 ont participé à ces ateliers. Il y avait normalement une dizaine de bailleurs sociaux sur les 14. Alors, aussi, cette démarche, elle a été longue, assez chronophage. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail de la part des élus. Les élus et je pense aussi les référents de communes. Alors ça a eu son intérêt parce que ça a créé une vraie formation et peut-être aussi du lien entre tous les partenaires. Mais dire qu'on est sur aussi une législation qui est un petit peu à tiroir, on en a vu encore tout à l'heure une présentation avec des réglementations galopantes. Voilà, on en est là. Donc nous, on est passé à peu près toutes les étapes. On était aussi comme ton nom précurseur. Maintenant, c'est comment on fait vivre ça. Alors, sur le système de cotation, pour le PageX, on a deux systèmes pour les primo-demandeurs et pour les mutations. J'insiste aussi sur les mutations parce que c'était vraiment pour favoriser le parcours résidentiel. Alors, sur les primo-demandeurs, 16 critères obligatoires, il y a eu 25 critères optionnels et 8 critères locaux, avec les pondérations qui vont avec. Et on a bien insisté, je pense aussi, sur les personnes qui ont un lien avec le territoire, aussi bien pour les petites entreprises que pour nos salariés, nos fonctionnaires, et toutes les difficultés que rencontre ce territoire spécifique. Pour les mutations, là, on a retenu 16 critères obligatoires, 20 critères optionnels et 6 critères locaux. Là aussi, avec des pondérations qui concernent aussi ce territoire particulier. Voilà un peu la démarche. Ce qui ressort, oui, c'est une démarche qui prend du temps. On a aussi eu des difficultés. Et comment on peut maintenant faire vivre ce dispositif? C'est ça un peu la remarque que je pourrais faire. Nos bailleurs sociaux ont des outils informatiques qui devront être mis à niveau cette année, je l'espère. Sinon, on va être un peu bloqué pour faire vivre ces dispositifs en temps réel vis-à-vis du travail qu'on a fait depuis 2 ans. Voilà. Merci bien. Merci. Mais justement, on entend pour chacun des territoires, les bailleurs ont été des acteurs clés du dispositif, évidemment. Du coup, je m'adresse à l'OPAC du Rhône pour vous demander, vous, de votre point de vue, comment vous avez été associé aux démarches et quelles ont été les contributions que vous avez apportées dans le cadre de l'élaboration des grilles de cotation. Oui, effectivement, nous, on a été associés de façon assez intensive sur les EPCI. Alors, on a 2 EPCI sur les 5 avec lesquels on a le plus travaillé qui avaient un temps d'avance sur les autres et qui avaient pris des prestataires extérieurs. C'est-à-dire qu'ils ont fait appel à des maîtrises d'ouvrage pour les accompagner dans les travaux pour l'élaboration d'une cotation. Et puis, on avait 3 EPCI qui étaient moins avancés dans tous les travaux liés à la réforme des attributions, qui n'avaient entamé que peu de travaux il y a une petite année. Et l'interbailleur, avec la préfecture et les autres partenaires, ont proposé d'élaborer une grille commune pour tous les EPCI parce que, en tout cas, de notre point de vue bailleur, même si certes il y a des différences entre les territoires et que certains sont un peu plus tendus que d'autres, on ne voit en tout cas pas de différence majeure entre les demandeurs des différents EPCI. Donc, on a été associés avec tous les autres réservataires à des temps de travail communs pour essayer de faire ressortir une grille commune et que la préfecture la DETS a proposé à l'ensemble des EPCI. 3 EPCI s'en sont emparés.
sachant qu'il y avait une possibilité d'ajouter 3 à 5 critères vraiment particuliers au territoire pour voilà, se distinguer selon ses particularités. Et sur les 2 autres EPCI où les travaux avaient déjà été largement entamés, il n'y a pas eu le souhait de s'inscrire dans cette démarche commune. Alors nous, on souhaitait notamment une démarche commune parce qu'il y a une certaine porosité entre les territoires et qu'il est très fréquent que des demandeurs aient dans leur demande des communes de 2 EPCI soumis à l'obligation de la cotation, mais des EPCI différents et qui donc vont devoir être amenés à comprendre pourquoi sur tel territoire ils ont autant de points et sur tel territoire ils n'en ont pas autant. Donc pour les groupes de travail auxquels on a été associés, donc il y a eu des groupes de travail spécifiques élus et puis il y a eu des groupes de travail avec tous les partenaires réservataires auxquels on a nous assisté. Et je pense que c'était important d'avoir notamment la voix des bailleurs parce qu'on a pu notamment poser quelques alertes sur la faisabilité de la cotation vu les souhaits des communes. Je peux prendre quelques exemples. Par exemple, certains EPCI, ou communes parmi les EPCI, certains acteurs voulaient absolument mettre des points négatifs puisque c'est une possibilité de la grille de cotation, aux demandeurs qui avaient refusé un logement. Et là, nous, bailleurs, on a pu alerter sur le fait que dans le Rhône, il n'y a pas d'harmonisation du renseignement du refus. Donc, certains bailleurs mettent un refus à des demandeurs à qui ils ont proposé un logement qui ne correspond pas tout à fait à leurs critères, alors que d'autres n'indique pas de refus dans ce cas-là. C'est le cas de l'OPAC du Rhône. Si quelqu'un demande absolument un logement avec ascenseur et qu'on lui fait une proposition sans ascenseur au 2e étage et qu'il refuse ce logement, nous, on n'acte pas de refus parce qu'effectivement, le logement qu'on lui a proposé à ce demandeur ne correspond pas à sa demande. Après, on a aussi pu alerter sur la question des refus aussi. On n'a pas tous les mêmes pratiques en termes de visite de logement. Donc, il y a les refus avant cale, après cale, avant visite, après visite. Voilà, on n'a pas tous la même notion du refus. Sur les critères locaux, tous les EPCI ont souhaité ajouter des critères locaux. Et donc, on a pu alerter sur l'équité entre les demandeurs sur cette question, puisque si un demandeur ne se fait pas connaître et ne peut pas faire reconnaître le fait qu'il rentre dans la catégorie de ce critère local et qu'il n'a pas cette coche dans le SNE, eh bien, il est pénalisé par rapport à celui qui aura pu bien comprendre la grille de cotation et qui aura fait les démarches pour avoir la coche cochée et donc avoir les points qui y sont liés. Sans compter aussi qu'on a bien alerté sur le fait que nous, on a très majoritairement des communes qui ne sont pas guichets enregistreurs et des EPCI qui ne sont pas guichets enregistreurs et que du coup, la charge d'aller mettre une coche dans le SNE est bien reportée sur les seuls bailleurs du territoire. Voilà, et on a également pu alerter sur la question des doubles points. Vous avez pu remarquer que dans les critères qui peuvent être choisis pour la cotation, on a parfois des critères qui se ressemblent. Par exemple, handicap et handicap pour une personne de plus de 65 ans. Si on prend 2 fois ces critères-là, eh bien, les personnes vont pouvoir cumuler des points et puis ça va un peu avoir un effet boule de neige. Ils vont avoir énormément de points par rapport à ceux qui n'auront pas le critère handicap. Donc voilà, nous, on a surtout été là pour alerter les EPCI sur les biais qu'il pouvait y avoir liés à certains choix et aussi pour alerter sur la complexité du système. Et donc, nous, le maître mot, ça a été faisons le plus simple possible pour démarrer. Voyons ce que ça donne, puisqu'on n'avait pas on n'avait pas à l'époque la possibilité de tester et d'activer uniquement pour les partenaires la grille de cotation dans le SNE. Faisons simple, voyons ce que ça donne, et puis dans un deuxième temps, si c'est nécessaire, on complexifiera. Voilà comment nous, on a pu participer aux travaux relatifs à la cotation dans les différents EPCI et les différentes instances.
Merci Julie pour cet éclairage de l'association des bailleurs, effectivement, qui a pu être réalisé sur votre territoire. La mise en place d'une cotation, elle doit répondre à des orientations politiques locales, bien entendu, mais on a commencé à l'évoquer, elle induit également des changements au niveau organisationnel, technique et de pratique de l'ensemble des acteurs. L'idée maintenant, c'est que chacun puisse nous présenter effectivement les enjeux qui sont rencontrés un peu spécifiquement sur vos territoires. On a comme enfin, Tonon et PageX ont également évoqué cette question-là, et de voir quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans la mise en place de ces grilles de cotation. Je vais peut-être commencer par le PageX, qui pourrait nous présenter les éventuelles difficultés, les enjeux qui étaient propres à leur territoire. Oui, bah, clairement, on avait comme des communes avec des dimensions différentes, des services différents qui avaient déjà mis en place en interne leur propre vision, avec des élus aussi. Donc, il a fallu rééquilibrer déjà entre communes leur vision. Puis après, est apparu très rapidement les problématiques locales sur, je dirais, l'arrivée de, ben, on va le revoir bientôt avec des personnes prioritaires qui se rajoutent sur un logement qui était comment dire, en faiblesse. Alors, comment loger les salariés des collectivités locales ou les fonctionnaires? L'exemple, on va être clair, on me demande chaque année de loger à peu près 80 enseignants au mois d'août. Comment je fais? C'était un des exemples. Sur les collectivités, bah, comment on peut trouver un logement social pour des fonctionnaires territoriaux ou d'autres fonctionnaires? C'était une difficulté. Les petites entreprises avaient ces difficultés-là. Comment on peut, justement, par des critères, leur faciliter la tâche? On a ce type de pression du vu de la rareté du logement et de la cherté du logement dans le privé. Voilà, ça, c'était un travail qu'on a fait. Alors, bien entendu, accompagné par les services de l'État et par les bailleurs sociaux pour, je dirais, pondérer ces critères qui sont revenus régulièrement en disant on a déjà des problèmes locaux, pourquoi en rajouter en amenant des personnes extérieures? Ça, c'est toujours le débat. Et alors qu'il y a une égalité de droit sur l'accès au logement. Voilà, c'est aussi un je dirais, des aspects qu'on a dû rencontrer et qu'on a dû équilibrer avec l'ensemble des partenaires. Voilà quelques points, mais il y en a d'autres. Merci. Est-ce qu'au niveau de la CABA, vous pouvez nous éclairer aussi sur les enjeux particuliers à votre territoire, éventuellement, et puis les difficultés que vous avez rencontrées dans la mise en place de cette grille? Oui, bah, nous, les principaux enjeux, en fait, sont les mêmes objectifs que tous les territoires, c'est-à-dire de fournir une aide à la décision pour les acteurs qui interviennent dans le processus d'attribution et également d'améliorer la transparence pour les demandeurs de logements sociaux. Après, pour notre territoire, les enjeux étaient relativement limités du fait de la faible tension entre le nombre de demandes et le nombre d'attributions. Le délai moyen d'attente pour l'obtention de logement est en général de 3,3 mois, donc ce qui est quand même très faible en comparaison d'autres territoires. Voilà. Après, néanmoins, enfin, la mise en place de la cotation de la demande est également imposée par la loi. Donc, l'un des enjeux était voilà, simplement de respecter les obligations indues à la collectivité. Pour ce qui concerne les difficultés, donc la plus grosse difficulté qu'on a eue, c'était de respecter le timing initialement imposé, qui nous a causé quelques sueurs froides, puisqu'on devait initialement mettre en place le dispositif pour le 1er septembre 2021, et en parallèle, on était vraiment en construction de toute notre politique d'attribution à cette période-là. Donc clairement, le report de l'échéance au 31 décembre 2023 nous a bien aidé pour se mettre en place un dispositif. Parallèlement, notre collectivité dispose quand même de moyens humains qui sont relativement limités.
puisqu'on n'a qu'un seul ETP pour la globalité de la politique communautaire de l'habitat, qui comprend aussi le parc privé, toute la politique en faveur du parc privé et le suivi du PLH. Donc ça aurait été vraiment très compliqué de réaliser ce travail en interne si l'Aura HLM et les 2 bailleurs sociaux du territoire ne s'étaient pas emparés du sujet. Enfin, sur le plan administratif, la mise en œuvre de la cotation de la demande, c'est très lourd pour nous, puisque ça nous impose une révision du plan partenarial qui, chez nous, a été adopté en 2019. Donc, on a dû engager la procédure de révision seulement 1 an et demi après son adoption. Et il s'agit d'un processus très lourd, puisque calé sur le processus d'élaboration. Donc, on a d'abord la délibération de l'EPCI pour l'engagement de la procédure et à la fin pour l'approbation du document, l'avis de la CIL, mais on est aussi dans l'obligation de demander à nos 25 communes de rendre un avis, donc de délibérer, alors que certaines communes n'ont même pas de logements sociaux sur leur territoire. Voilà, donc vraiment la lourdeur sur le plan administratif de la mise en place de système, c'est vraiment une difficulté pour nous. Voilà pour notre territoire. Merci pour ce témoignage. Je laisse Thonon Agglomération continuer, s'il vous plaît, sur les enjeux et puis les difficultés que vous avez pu rencontrer. Je dirais d'abord au Cantal que vous êtes, comme disent les Québécois, bien chanceux d'avoir 3 mois et demi de délai. Je vois que mon collègue du PJX adhère à cette proposition parce que c'est vrai que c'est bien, quoi. C'est bien de pouvoir répondre dans des délais courts comme ça aux demandeurs. Alors, bon, bah, nous, comme tout le monde, déjà, je voulais juste dire un mot sur l'intérêt qu'on a trouvé quand même auprès des élus sur un sujet un peu complexe, un peu fastidieux malgré tout, un peu, voire rébarbatif pour certains. On voit bien qu'en fait, les élus sont quand même très impliqués, très sollicités aussi dans le domaine du logement. Et qu'ils avaient un vrai intérêt pour cette problématique de cotation en disant, bah oui, si on peut se dégager, avoir une règle transparente, plus équitable, une harmonisation des pratiques, on est partant pour travailler sur cette cotation, à condition qu'on arrive dans cette cotation à faire valoir aussi les intérêts, enfin les difficultés personnalisées, on va dire, d'une EPCI à l'autre, qu'on puisse les rentrer dans les cases de cette cotation. Donc, on voulait aussi concilier les objectifs de droit au logement et de mixité sociale, puisque c'est vrai que sur ces territoires où en plus on a des très grands écarts de revenus dans la population, bah, la mixité sociale a toute son importance et tout son sens. Favoriser l'égalité des chances, bien sûr, prendre en compte la diversité de la demande, puisqu'effectivement on a des publics très variés, éviter les appréciations subjectives. Et faire remonter aussi, permettre avec ce système-là de faire remonter des demandes des fois un peu anciennes qui sont restées basses dans les tableaux parce qu'elles n'étaient peut-être pas tout à fait complètes ou pas tout à fait bien évaluées, etc. Donc ça permet aussi de les exhumer, on va dire, pour qu'elles remontent. Et puis les enjeux liés au territoire pour nous qui sont importants. Donc on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est ce deuxième quartile. Donc, mon collègue du PJX a parlé des fonctionnaires et tout, mais il y a aussi toute une population de salariés qui se trouvent dans le deuxième quartile, qui n'arrivent pas à se loger dans le parc privé parce qu'il est trop cher. Donc, comment on peut prendre en compte cette problématique un peu spécifique? Beaucoup de familles monoparentales sur notre territoire, de personnes isolées. Et puis, le critère, alors là, dans le Chablais particulièrement, parce qu'on est particulièrement mal équipé en matière d'infrastructures routières et de transport en commun, de la proximité du travail, et puis aussi les gens qui travaillent dans le PCI, pour pouvoir favoriser. Donc là, mon collègue du PJX parlait des fonctionnaires tout à l'heure. Voilà. Et puis, on souhaitait aussi mettre en œuvre dans le groupe de travail, donc une cotation différente pour les demandes de mutation, parce que nous aussi, on souhaiterait faire progresser les gens dans leur parcours de logement pour qu'ils puissent effectivement du coup libérer après des logements sociaux pour des primo-arrivants, des primo-demandeurs. Et puis, les critères locaux de DHUP, rénovation urbaine, pour pouvoir aussi accompagner cette mise en place de nouvelles populations dans nos quartiers sociaux. Je laisse Delphine Delalex, qui m'accompagne, vous parler des difficultés rencontrées et des solutions. Oui, donc nous aussi, on a eu un calendrier serré parce que je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure, mais effectivement, du coup, on a travaillé sur la cotation en même temps que l'élaboration du PPGD.
Donc effectivement, avant la loi 3DS, voilà, nous aussi, on a beaucoup eu de travail, hein, parce qu'on voulait tenir le calendrier. On s'est beaucoup aussi posé de questions sur le modèle de calcul qu'on allait choisir, hein, si ça allait être un modèle de calcul automatique avec le CERFA, ou si on allait le subordonner justement à ce que le demandeur devait fournir les pièces justificatives. Donc on s'est beaucoup interrogé là-dessus, en groupe de travail, en copil. Donc c'est vrai qu'on avait décidé finalement de ne pas demander les pièces justificatives. Parce qu'effectivement, ça allait demander du travail supplémentaire au guichet enregistreur. Voilà, et pour une première, on trouvait que c'était peut-être un peu lourd, et de plus, le dossier unique dans le département, aujourd'hui, limite à la pièce d'identité et à l'avis d'imposition les pièces obligatoires. Donc il y a aussi un travail à faire avec l'USH, PLS-ADIL et puis l'État. Donc voilà, pour ce point-là. Aussi, on s'était aussi posé la question, est-ce qu'on allait faire une décote en cas de refus d'un logement? Donc là aussi, je rejoins le bailleur au Parc du Rhône, où effectivement, les bailleurs n'ont pas tous le même fonctionnement, hein. Déjà, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est un refus légitime ou pas. Les bailleurs ne font pas forcément visiter les logements avant la Caléole. Donc, il fallait trouver un consensus. Donc, voilà, on n'était pas encore prêts. Et puis, de plus, il fallait créer une instance de recours, hein, voilà, à partir du moment où on mettait en place une décote. Du coup, nous, voilà, l'idée, c'était de ne pas créer une usine à gaz, de faire quelque chose d'assez simple pour ce démarrage de cette cotation, sachant que voilà, on allait faire un bilan au bout d'un an, une fois que, bien sûr, cette cotation sera totalement déployée, et on pourra la modifier, même si effectivement le circuit de modification peut paraître assez lourd, puisqu'il faut modifier le PPGD et repasser en CIL et en conseil communautaire. Voilà, aussi la difficulté qu'on a eue, c'est effectivement cette phase test qui manquait. Donc voilà, on a quand même décidé de se lancer dans cette cotation, mais en faisant une communication très restreinte euh, pour voir un petit peu comment réagissait l'outil. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'effectivement, c'est un outil qui n'est pas totalement déployé, étant donné que les bailleurs ne peuvent pas totalement l'utiliser, ou pas du tout, étant donné que la routine n'est pas adaptée, pas prêt. Voilà. Merci pour ces éclairages sur les enjeux et les difficultés que vous avez pu rencontrer. On voit qu'au niveau des bailleurs sociaux, vous allez être quand même fortement impacté, hein, par la mise en place de la cotation. On a vu des stratégies assez différentes selon les territoires, des modalités aussi de cotation différentes. À votre niveau, de l'OPAC du Rhône, quels impacts et quels changements vous identifiez dans les pratiques que vous allez devoir avoir dans les mois et années à venir? Alors, les impacts, ils sont évidemment majeurs, hein, puisque au moment de la commercialisation des logements, il va falloir que nous, bailleurs, on tienne compte de la cotation. Donc, il va falloir former entre 10 et 15 chargés de commercialisation à interpréter et à utiliser la cotation, sachant aussi qu'une de leurs grandes craintes, hein, ces chargés de commercialisation, c'est la justesse de la cotation. C'est-à-dire que c'est un système automatique qui se fait sans pièces justificatives qui ont été validées auparavant. Donc, lorsque eux vont faire ressortir des candidats du SNE, ils vont devoir instruire la demande et valider la cotation. Et donc, une des questions qu'ils ont, c'est quelqu'un qui n'a pas rempli de façon exacte sa demande et qui, de ce fait-là, a beaucoup de points alors qu'il n'aurait pas dû en avoir, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le met de côté alors qu'on a commencé à instruire la demande, qu'on lui a éventuellement proposé le logement, ou est-ce que on le relègue en troisième rang en présentation à la Caléole? Et donc voilà, donc là, il y a une question d'équité, de justice entre les demandeurs qui est particulièrement soulevée par nos chargés de commercialisation.
Alors nous, de notre côté, en plus, on a adopté une nouvelle politique d'attribution en fin d'année. Et donc, il va falloir, non seulement pour les chargés de commercialisation, mais également pour nos administrateurs en Cadéol, leur expliquer que la cotation et la politique d'attribution que nous avons mise en place n'entrent pas en contradiction et qu'on peut bien appliquer les deux de façon concomitante. Nous, notre politique d'attribution, elle va faire la part belle notamment à nos demandeurs de mutation, a fortiori encore plus pour ceux qu'on va considérer comme prioritaires. Ce n'est pas en contradiction avec la cotation. On applique la cotation sur le public qu'on choisit pour un logement donné. Hein, parce que, évidemment, on commence aussi à introduire des idées de cotation de l'offre, c'est-à-dire qu'on va demander de plus en plus à chaque acteur de s'interroger sur le logement qui est proposé et sur le public qui correspond le mieux à ce logement. Donc, pour mettre tout ça en musique, nous, ce sur quoi on va beaucoup, ce qu'on a commencé à faire, c'est à communiquer. Beaucoup en interne, envers les chargés de commercialisation et les administrateurs. Et pour ça, il faut beaucoup de pédagogie parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas travaillé et n'est pas familier avec la réforme des attributions. Donc là, ça fait 1 an qu'on a mis en place une petite newsletter interne qui notamment aborde ce sujet-là pour que chacun puisse monter en compétences. Voilà, mais petit à petit, ça ne sert à rien de les bombarder avec tout un nouveau processus d'instruction des demandes, de commercialisation, etc. Il faut que les gens soient déjà familiers avec la notion de cotation avant de la mettre en œuvre. Et puis, sans compter que dans un deuxième temps, toute cette pédagogie et cette communication va devoir aussi se mettre en place avec les demandeurs de logement qui ne vont pas manquer de nous solliciter. Merci beaucoup là, pour ces éléments d'enjeu et de difficultés rencontrées. Ce qu'on vous propose, là, ça, en guise un peu de conclusion de ce premier tour de table, c'est un exercice qui est un petit peu difficile, mais qui nous paraissait quand même essentiel pour permettre à l'ensemble des participants de profiter de votre expérience. Et du coup, on souhaitait vous demander de nous faire part de vos conseils et de faire part de ces conseils aux autres territoires de la région pour les aider à faire aboutir leurs travaux sur la cotation de la demande. Voilà, donc c'est un exercice qui n'est pas facile, mais à mon avis, dans le cadre de ce webinaire, qui est peut-être l'élément clé, puisque c'est là où vous avez la possibilité de donner le petit tuyau qui va bien pour faire en sorte que les travaux aboutissent. Alors, je n'ai pas forcément de territoire visé directement en tête, donc je vous propose, là, s'il y a un volontaire qui veut se lancer sur le premier conseil à donner. Peut-être pour le PageX, nous on s'est fait accompagner par un cabinet extérieur. On a bien vu la difficulté, je dirais, de la démarche. Et ça a été, je dirais, quelque chose de parfait parce qu'on a pu avancer tout au long de toute cette démarche pour arriver à je dirais, un résultat, je dirais, accepté par tout le monde. Et le fait d'avoir un partenaire qui est neutre aussi permet un travail commun beaucoup plus aisé. En tout cas, ça a été notre démarche. Donc sur Thonon, je dirais que nous, on n'a pas eu de partenaire, mais on n'a pas eu trop, a priori, de difficultés d'association des différentes personnes, que ce soit les élus, que ce soit les bailleurs, que ce soit l'État. On a pu organiser assez facilement, alors que c'est vrai qu'une partie en plus de ces échanges, pendant cette joyeuse période Covid, se sont faits en vidéo aussi, donc ce qui ne facilitait pas non plus forcément le travail. Mais donc je pense que les gens étaient quand même bien motivés, bien présents, bien impliqués dans cette démarche. Moi, je dirais quand même ce que j'entends aujourd'hui, c'est que finalement, sur les interrogations, on a un petit peu, on se retrouve, quoi, voilà. Donc, ça veut dire quand même que le processus n'est pas tout à fait digéré, mais qu'on avance quand même et qu'on va savoir, j'espère, amender voilà, ce process de cotation pour arriver à quelque chose qui conviendra à tout le monde. C'est vrai que je pense qu'il faut bien
bien être à l'écoute les uns des autres. Moi, je comprends bien que pour les bailleurs sociaux, les difficultés sont assez. C'est pas les mêmes choses que pour nous, et il faut pour eux que cet outil soit bien adapté aussi pour qu'ils puissent répondre. Et j'apprécie qu'ils soient aussi, bien sûr, très attentifs à ne pas faire d'erreur et pas aller privilégier un dossier qui n'aurait pas lieu de passer devant les autres, et être vraiment très vigilant là-dessus. Je pense que c'est un des biais sur lesquels il faut qu'on fasse attention dans le futur système qu'on va réussir à mettre en place, que j'appelle de mes voeux malgré tout, parce que je pense que c'est un système qui nous sort de l'appréciation personnelle, et c'est totalement légitime d'arriver sur un système beaucoup plus objectif enfin, on a déjà un système objectif, je l'espère, mais d'avoir vraiment un outil qui nous dégage un peu de ces de facteurs plus subjectifs. Voilà. Et puis moi, je rajouterais de communiquer avec les autres EPCI du département. C'est vrai que même si c'était au début quelque chose qui a été démarré en fait, comment dire, je vais y arriver. Voilà, c'est une agglomération, effectivement, un technicien qui a dit, bah voilà, est-ce que ça serait peut-être intéressant qu'on puisse échanger? Voilà, c'était pas quelque chose d'officiel, mais du coup, ça a perduré. Ça nous a permis aussi de se rassurer sur certaines choses, de pouvoir communiquer les informations qu'on avait. Et voilà, de pouvoir aussi un petit peu harmoniser, en tout cas, les critères obligatoires, même si on n'aura pas forcément le même nombre de points, mais à peu près le même ordre de pondération. Et je trouve que c'est important d'avoir aussi un soutien des autres EPCI, et en tout cas de pouvoir se rassurer aussi sur certaines choses, hein, même si effectivement on a la DDETS, PLS ADIL et puis l'USH qui sont très présents sur le territoire. Et puis se dire qu'il faut se lancer, et puis on verra. Enfin, il y aura une clause de revoyure aussi pour dire bon, bah, maintenant on l'a utilisé de manière relativement simple, hein, puisque nous aussi on est arrivé là-dessus en disant qu'il ne faut pas faire une usine à gaz dès le départ parce qu'on ne va pas s'en sortir. Et après, ben, on réévaluera, on dira mais là ça nous manque vraiment ça, comment est-ce qu'on fait pour l'implémenter dans le système. Jacques. En ce qui concerne le bassin d'Aurillac, nous, ce qui nous a vraiment paru important, c'est l'anticipation, en fait, de travailler sur ce dossier qui était vraiment nouveau et qui rend possible la mise en œuvre d'une période de test qu'on va démarrer le premier semestre 2023 pour pouvoir faire évoluer un petit peu ce dispositif. Après, l'autre enseignement, le plus important, si je puis dire, c'est le partenariat avec les acteurs de terrain, vraiment, les bailleurs sociaux et Aura HLM. Sans cela, nous, on n'aurait pas pu avancer de la même manière sur ce sujet, et on aurait effectivement pu créer une usine à gaz. Voilà. Donc, vraiment utiliser les ressources présentes sur le territoire. Et en dernier point, peut-être la période d'élaboration de cette grille a permis peut-être de clarifier le processus d'attribution des logements sociaux, et donc de permettre une meilleure appropriation de la part de tous les acteurs. Voilà, notamment peut-être les élus et dans les 25 dans les communes où des logements sociaux étaient présents. Peut-être un point sur l'information. Et pour les bailleurs, alors, quel serait votre beau conseil que vous donneriez? Alors, c'est le même conseil qui a été donné par tous, hein, faire simple au départ. Et puis, on verra si on complexifie ou pas, d'ailleurs, dans un second temps. Faire simple pour que tout le monde puisse s'approprier ce nouvel outil. Et puis, le deuxième conseil, c'est de communiquer partout, envers tout le monde, mais surtout avec le même discours, et un discours qui soit co-construit par tous les partenaires. Et c'est pour ça que c'est intéressant que la cotation, ce soit bien quelque chose qui s'inscrit dans le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs, puisque dans ce cadre-là, on a déjà travaillé avec les EPCI à un discours commun. Nous, on a eu une vraie montée en compétences, en particulier des mairies, pour renseigner les demandeurs sur le logement social. Et donc, voilà, ça va être finalement la continuité de ce renseignement qu'elles peuvent donner aux demandeurs. Voilà, mais du coup, vraiment, construisons quelque chose de commun. Et puis, allons jusqu'au bout de l'explication, hein, la cotation, à quel moment, pour qui, pourquoi pas partout, hein, parce que c'est souvent ce qu'on explique aux EPCI. Vous construisez votre système,
parfois un peu en vase clos, hein, même si on a des partenaires qui sont présents sur les différents EPCI. Mais quand le demandeur il va demander à un maire et pourquoi sur la commune d'à côté, je n'ai pas de points, et pourquoi sur telle commune, je n'ai pas les mêmes points que chez vous, eh bien ça, il va falloir répondre aux demandeurs, hein, qu'on ne peut pas laisser sans réponse, bien évidemment. Et donc, ça demande vraiment de réfléchir ensemble à ce discours qu'on doit co-construire. Voilà, donc on voit que la discussion nous a amené finalement à aborder des points très techniques, hein, et c'était normal, c'était bien toute la philosophie du webinaire qui regroupait tous les professionnels de la demande de logement social. Mais pour se repositionner hein, bien vers le destinataire final finalement de tout ce travail, c'est le demandeur, ne l'oublions pas. Et on souhaitait donc, en guise un peu de questions conclusives à nos intervenants, se repencher, prendre un peu de recul par rapport à ce qui a été dit, faire le lien avec l'usager. Donc, ce qu'on vous propose, bah, c'est de nous dire voilà, en quelques mots, au niveau de chacun de votre territoire et puis aussi au niveau des bailleurs, ce que vous comptez faire, in fine, pour informer et expliquer aux demandeurs ce qu'est la cotation de la demande. Je commence pour Aurillac. C'est un des chantiers que nous allons devoir mener en 2023 parce qu'à l'heure actuelle, le plan de communication à destination des demandeurs sur le sujet de la cotation de la demande n'est pas défini. Vraiment, pour dire un mot, il faudra vraiment faire preuve d'une grande pédagogie, notamment pour les personnes qui sont en contact direct avec les demandeurs, parce que c'est vraiment quelque chose qui est déjà complexe pour les professionnels, donc pour les demandeurs, ça va être encore pire, quoi. Donc voilà, on a peu avancé chez nous sur le sujet pour le moment. Alors pour Thonon Agglomération, effectivement, nous, on a dû communiquer sur ce système de cotation. Alors comme j'expliquais tout à l'heure, ça a été paramétré dans le SNA en avril 2022. Du coup, on a travaillé sur une cotation très restreinte, essentiellement sur le site de l'agglomération, où effectivement, on a fait une FAQ où on explique ce que c'est un système de cotation, sur quel territoire il sera obligatoire, sur quel EPCI. On a expliqué aussi effectivement que c'est pas parce qu'on avait le plus grand nombre de points qu'automatiquement on aurait tout de suite un logement, qu'il y avait différents paramètres qui étaient pris en compte également, hein. Voilà, et puis on a également aussi affiché notre grille de cotation. Donc ce qu'on avait peur, c'est d'avoir un afflux de demandeurs qui viennent poser des questions, soit en commune, soit à l'agglomération. Et finalement, voilà, avec cette cotation restreinte, étant donné qu'on est en phase test et que c'est un outil qui n'est pas totalement déployé, on n'a pas eu tant de questions que ça. On a certains demandeurs qui ont été curieux, qui sont allés voir aussi sur le portail grand public, hein, ce nouvel onglet cotation. Mais voilà, finalement, on a très peu de questions. Voilà, on déploiera cette communication plus tard, voilà, peut-être dans le MAC de Thonon Agglomération, dans les journaux, mais pour le moment, c'est vraiment restreint en attendant que l'outil soit totalement déployé. Au niveau du PageX, est-ce que vous êtes un peu sur les mêmes initiatives? Ouais, on a bien compris, tout passe, moi je pense surtout à l'humain, c'est-à-dire qu'au niveau des guichets et les services d'accueil, ça passe toujours par ça. Quand bien même on a plus de 60% de déclarations en ligne. Alors nous, on a souhaité avoir informé je dirais, le demandeur sur des délais d'attente moyens, hein. On va certainement mettre en place des flyers directs parce que tout le monde n'est pas. Il y a aussi une fracture numérique. On a le même système de cotation sur tous les demandeurs au sein de l'agglomération et on a un nombre de guichets assez important. Donc voilà, ça a permis peut-être une information plus forte.
Et pareil, on est en phase aussi de démarrage et on verra, on va s'adapter au fur et à mesure via nos portails, via notre information numérique sur l'agglomération ou dans les collectivités. Donc voilà où on en est un petit peu actuellement. Mais on n'a pas vu je dirais, de vagues par rapport au système de cotation. Les gens se renseignent et en ligne, on a pas mal de choses. Voilà, pour l'instant, on en est là. Et à l'OPAC du Rhône, comment est-ce que vous anticipez un petit peu cette information auprès du demandeur, vous qui les avez quotidiennement au niveau des guichets ou peut-être au téléphone pour de nombreuses questions? Alors nous, évidemment, on va faire de l'information sur notre site internet où on va pouvoir aussi donner une information par rapport à l'ensemble des EPCI qui sont concernés ou pas concernés, puisque chaque EPCI va communiquer sur sa cotation. Nous, on va pouvoir avoir une vision peut-être un peu plus globale sur l'ensemble du territoire du Rhône. Alors évidemment, on a commencé à faire de la pédagogie en interne, mais on va travailler évidemment des éléments de langage en interne pour que tout le monde puisse avoir le même discours, qu'on souhaite aussi travailler avec tous les autres partenaires du territoire. Et puis nous, en complément, ce qu'on va faire aussi, c'est un petit fascicule d'informations en tout petit 4 pages. On avait déjà pu faire ça sur la gestion de la demande, en fait. On s'est rendu compte qu'on a des personnes qui travaillent pour nous, notamment les agents de résidence, qui sont en contact avec nos locataires, mais qui ne sont pas du tout familiers avec comment on fait une demande, quel est le mécanisme pour changer de logement, etc. Et on les avait formés justement à toute cette question de la demande et on s'est dit, tiens, là, il va falloir aussi les former sur la question de la cotation parce qu'il n'est pas du tout impossible que nos locataires, notamment, s'adressent à eux en direct. Je rappelle juste que dans le Rhône, la part des demandeurs qui sont déjà logés dans le parc social, ça représente entre 38 et 40% des demandes. Donc voilà, il est très probable que nos propres locataires soient les premiers à s'intéresser à cette question de la cotation, puisque un nombre très conséquent d'entre eux sont demandeurs de mutation.